Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre page invitée sur SICA. Alors nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Monsieur William Hellos. Il est le directeur des relations externes du Fonds pour l'environnement mondial. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur William, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, le Fonds pour l'environnement mondial réunit 183 pays membres aujourd'hui au sein d'un mécanisme financier international. Est-ce que vous voulez bien nous situer sur l'objectif réel du FEM? D'accord, mais l'objectif du FEM, c'est de faire des dons principalement aux pays en développement pour faire des projets environnementaux, mais qui vise à protéger l'environnement mondial. C'est pour ça que le mécanisme s'appelle comme ça. C'est ça. Parce que c'est pour faire des projets qui développent plus les projets normaux, disons, de développement pour achever ce but d'être soutenable et de protéger l'environnement mondial. Alors, nous travaillons dans 5 domaines. C'est le changement climatique, la biodiversité, la lutte contre la désertification, les produits chimiques et les déchets, et les eaux internationales. Alors, 25 ans maintenant que le FEM existe, eh bien, le FEM a eu sans doute à financer plein d'activités dans bien de pays. Si on vous demande de faire le bilan de tout ce que vous avez pu financer jusqu'à ce jour, que nous diriez-vous? Bon, il y a quelques exemples qui peuvent aider à comprendre, parce que c'est pas difficile d'expliquer un langage simple parfois, non? Mais disons, dans le domaine du changement climatique, surtout la mitigation, on a visé à réduire les émissions. Alors, on peut dire qu'on a réduit ou on a évité des émissions pour un montant, disons, assez grand. Je ne me rappelle pas exactement le numéro maintenant, mais c'est assez grand et à un coût assez bas, parce que ça c'est l'autre côté, non? Éviter, mais aussi à un prix raisonnable. Dans le domaine de la biodiversité, on a développé des aires protégées partout dans le monde qui sont, disons, équivalents à la surface du Brésil et encore plus. Alors c'est assez grand de l'extension, on peut les voir de l'espace extérieur quelque part dans le monde. Le plus grand peut-être c'est dans l'Amazon, mais aussi en Afrique il y a beaucoup de aires protégées, même ici en Bénin. Au Bénin. Les autres domaines d'intervention sont plus nouvelles, disons. Alors dans la dégradation de terre, on travaille beaucoup avec les petits agriculteurs pour qu'ils améliorent leurs pratiques. Ils utilisent des techniques modernes qui évitent la dégradation de terre et aussi qui permettent le développement de la biodiversité dans les terrains sous cultivation. C'est ça. Dans la partie eau internationale, on travaille avec les rivières qui sont internationales, et, évidemment les grands espaces maritimes, mais aussi les eaux souterraines. On a travaillé presque pendant toutes les zones les plus importantes du monde pour la protection de la biodiversité côtière. Évidemment, les rivières, c'est quelque chose assez politique, non? Alors, le travail du FEM, du point de vue technique, pour protéger la qualité des eaux, l'existence même de rivières, a permis parfois d'avancer même bien au-delà qu'on ne se pensait au-delà des objectifs politiques. Non? Voilà. Alors le Nil, par exemple, l'Amazon, des grands systèmes rivières du monde, tous nous ont travaillé, le Danube en Europe. Mais écoutez, comment est-ce que le FEM procède-t-il pour organiser ce financement-là à travers le monde? Bon, nous avons un groupe de, disons, 33 pays bailleurs de fonds qui font une promesse de contribution pendant 4 ans. Maintenant, ça c'est la 6e reconstitution de fonds pour un montant de 4 milliards et demi de dollars. Et pour certains domaines d'intervention, on a une combinaison d'une allocation nationale
et un montant réservé pour faire des projets régionaux ou des autres activités. Ça, on le fait dans le domaine du changement climatique, biodiversité et dégradation de terre. Pour les produits chimiques, il y a une division qui c'est par convention internationale. C'est ça. Et pour les eaux internationales, il y a un montant général pour que tout le monde puisse bénéficier, exactement. D'accord. Mais c'est quoi le suivi qui est fait de votre intervention? Quand vous choisissez les pays, quand vous voyez les activités à financer, comment est-ce que vous suivez l'application de tout ceci, ou plutôt la mise en œuvre de toutes ces activités-là? D'accord. Alors, l'institution a des stratégies pour chaque domaine d'intervention. Le pays travaille avec des agences internationales, soit les banques régionaux, disons la banque africaine, ou la banque asiatique, ou interaméricaine, ou la banque mondiale, ou bien avec des organisations des Nations Unies, le PNUD, le PNUE, la FAO, l'ONUDI. Ensemble, ils préparent le projet, ils le soumettent au Conseil du FEM. Le Conseil dit oui, disons, et finalement, ça commence à être exécuté. Pendant l'exécution, il y a des rapports annuels, il y a une évaluation à mi-parcours et il y a une évaluation finale. Alors, c'est comme ça qu'on maintient une connaissance de ce qui se passe. On peut faire les changements nécessaires, les ajustements nécessaires, ça dépend du projet. Quel a été l'impact de l'avènement du changement climatique sur le fonctionnement du Fonds pour l'environnement mondial? Dans les dernières années, l'impact du changement climatique a été ressenti plus fort. Alors c'est devenu un problème vraiment international qui doit être attaqué, disons, pour essayer d'éviter le pire impact. Et par conséquent, il y a eu une multiplication des fonds. Disons, avant c'était seulement le FEM, mais il y a des fonds spéciaux dans la Banque mondiale, il y a un fonds vert du climat nouvel qui a été créé, il y a le fonds d'adaptation. Même dans le FEM, il y a 2 fonds pour l'adaptation. Alors, maintenant, le défi, c'est de les faire travailler ensemble. Voilà, en synergie. En synergie. Avant, c'était une seule, maintenant, il y a plusieurs. Alors, tous doivent contribuer, mais tous doivent s'aider à achever le but final. C'est ça. Cela a pris de l'ampleur avec le temps et surtout, depuis 10 ans, par exemple, les effets du changement climatique se sont donc accentués. Alors, c'était pour savoir comment est-ce que vous l'avez ressenti dans le financement, parce que certainement, il y a plus de demandes, non? Évidemment, il y a plus de demandes. C'est pour ça que la stratégie centrale du FEM6, c'est de concentrer les ressources pour avoir le plus grand impact possible sur les causes fondamentales de la dégradation environnementale, et ça inclut le changement climatique. Ça veut dire qu'on fait un grand effort pour que la génération d'électricité soit soutenable, pour que les bâtiments soient efficients énergétiquement, du point de vue de l'utilisation de l'énergie, pour éviter les émissions des transports, tout ce type de choses, ce sont des choses qu'on finance avec l'argent du FEM. Du FEM. Alors aujourd'hui, du côté de l'Afrique, quels sont les grands défis? Je pense qu'en Afrique, en le reste du monde, c'est plus ou moins la même chose. Il faut viser à changer la façon où les personnes, dans leur vie normale, font les différentes activités de la vie. Qu'ils donnent une valeur à une activité qui soit soutenable vis-à-vis un qui ne l'est pas. Alors qu'ils soient prêts à payer un peu plus pour obtenir ça, cette différence. Parce que finalement, c'est un investissement dans le futur de ces enfants. Alors, si on pourrait faire un changement de la mentalité, un changement des activités, un changement de la façon où on vit, même éteindre la lumière, fermer le robinet, les petites choses comme ça font une grande différence. C'est ça. Alors, quand on dit souvent que, on ne dit pas souvent, c'est la réalité, que l'Afrique produit le moins de gaz à effet de serre, mais l'Afrique est le continent le plus exposé aujourd'hui. Est-ce que cela ne fait pas une particularité pour le FEM? C'est vrai que ce sont les caractéristiques de l'Afrique, mais si on regarde le système climatique du monde, on voit que l'interrelation est parfaite. Alors, on ne peut pas penser seulement à une région vis-à-vis d'une autre. Il faut toujours
penser à l'ensemble, mais avec des activités spécifiques. Voilà. Alors, avec les activités spécifiques, c'est qu'on se concentre dans un grand projet, par exemple, qui ont la muraille verte, mais c'est simplement de faire des activités pour améliorer les pratiques de l'agriculture à la frontière du Sahara, pour éviter son avancement, C'est ça. par exemple. Alors ça, c'est spécifique. Mhm. Non? Il y a des zones maritimes spéciales qui sont aux différentes régions de l'Afrique, alors on travaille là spécifiquement Pour éviter avec ce l'érosion. pays pour éviter l'érosion, mais aussi pour protéger la biodiversité, pour protéger les ressources maritimes, parce que ce n'est pas seulement question de protéger, mais d'utiliser correctement Voilà. les ressources qui sont disponibles dans la nature. Voilà, alors sur quoi est-ce que sera axée votre participation à la COP21 à Paris? Bon, évidemment, nous ne sommes pas au centre de l'activité. Non, pas du tout, mais vous prendrez part. Évidemment. Alors, nous sommes là pour aider à penser les stratégies, comment achever les buts que les pays vont décider, parce qu'ils doivent décider de prendre des engagements à réduire les émissions, hein, pour éviter que la température mondiale monte au-delà de 2 degrés. Pour ce faire, il y a un coût économique. Absolument. Mais aussi, on doit savoir comment le faire. Et ce sont parfois les projets du FEM qui aident à trouver la façon, et qui aident à essayer des techniques et des technologies nouvelles pour démontrer s'ils fonctionnent ou pas. Alors c'est ça notre rôle, d'aider les pays à achever le but central de la Convention. Parce qu'il ne suffit pas seulement de trouver un accord ambitieux, mais il faut que l'accord soit réalisable, il faut que les décisions soient mises en œuvre. Exactement, et c'est ça la partie difficile, parce que ça affecte des intérêts multiples bon, des intérêts économiques, hein, dans différents pays, et il faut les convaincre aussi, de permettre le pays d'accomplir ces objectifs. Ces objectifs, oui. Avant qu'on finisse, dites-nous, c'est quoi votre lecture de la COP21 aujourd'hui? Quelles sont les chances pour vous? Les négociations internationales sont toujours difficiles. Mais je trouve qu'il y a une volonté politique partout dans le monde de vraiment avoir un succès. Alors, je crois qu'ils vont le trouver. Peut-être ce ne sera pas tout à fait complet la première fois, mais la base sera assez forte pour construire le pas suivant à la prochaine COP. Mais cette COP va avoir du succès. Il y aura la base d'un bon accord qui permettra à tous les pays d'être confiants que les autres vont respecter. Parce que ça, c'est l'autre. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais voilà, tout le monde doit respecter. Non? Je pense que cette fois, il y a cette volonté politique et tout le monde est convaincu que chacun doit contribuer. Alors ça va nous amener à un succès. Et l'espoir également, c'est que l'accord soit trouvé, mais que chacun respecte, ou plutôt honore l'engagement qu'il aura pris durant cette COP21. C'est ça. Mais en général, tous les pays le font, parce qu'ils le font de bon cœur, je trouve. Je rappelle que vous êtes le directeur des relations externes du Fonds pour l'environnement mondial. Nous vous remercions d'avoir accepté passer sur le plateau de SICA. Merci à vous de m'avoir invité.